Wilfried Adou, Virgile Aroncet. Bienvenue à tous, vous avez raison de choisir le grand rendez-vous, le service après-vente hebdomadaire de l'actualité sociopolitique sur Soleil FM. Nous sommes heureux de vous retrouver une fois encore, Virgile Aroncet, mon complice des dimanches matins, et moi-même pour de grands moments de Radio Virgile. Bonjour. Bonjour Wilfried Hervé Adou. Alors Virgile, voilà de nombreux mois qu'on ne l'a pas entendu. Bien des gens se sont interrogés sur le motif de ce silence inhabituel de la part d'un homme qui pourtant n'a pas sa langue dans sa poche. Ça y est, il a choisi le grand rendez-vous pour effectuer son comeback médiatique. Candidat Zanaï, bonjour. Bonjour monsieur les journalistes. Alors, point n'est besoin de vous présenter, sauf à rappeler simplement que vous êtes le président du parti Restaurer l'Espoir qui soutient le candidat à l'élection présidentielle Patrice Talon, que précédemment vous étiez ministre de Boniaï, voilà, et actuellement député à l'Assemblée nationale, membre de la Haute Cour de justice. Alors, pour le compte de cette émission, les auditeurs qui souhaitent poser une question à notre invité peuvent nous l'adresser par la page Facebook de l'émission ou alors par le numéro WhatsApp qu'ils connaissent tous. Alors, candidat Zanaï, vous qui êtes d'habitude si prolixe, vous qui avez choisi comme modus operandi, comme style politique les sorties médiatiques périodiques, qu'est-ce qui justifie votre si long silence? Un repli tactique ou alors un épuisement lié au fait d'avoir dit trop de choses en ayant le sentiment de ne pas être entendu ou compris? Non, écoutez, je voudrais saluer vos, le public qui vous écoute beaucoup et leur présenter mes vœux de bonne année parce qu'au cours de cette année, c'est la première fois que je viens sur votre antenne. Je leur souhaite le meilleur du monde pour cette année. Voilà. Et puis, j'ai dit, la communication politique est tactique et stratégique. Donc, je suis un homme public et je suis un communicateur public et puis il y a l'overdose communicationnelle tue la communication. Donc, parfois, je laisse les gens digérer. Et puis, parfois, je guette le bon moment pour dire ce que je veux faire. Et puis, pour éclairer les populations. Et puis, cette fois-ci, nous sommes dans le cadre d'une élection présidentielle. Et puis, une élection présidentielle, c'est hautement stratégique, c'est hautement tactique. Voilà, j'adopte ma stratégie. Est-ce que vous ne vous êtes pas sûr, du moins, au moment où on devrait vous entendre le plus, vous êtes carrément éclipsé? Mais non, écoutez... Parlant de Patrice Talon. Ah, mais vous faites une petite confusion. Vous parlez de moi dans le cadre d'une communication politique, dans le cadre de mon rôle d'éveilleur. C'est ça, mon travail en tant que politique est plus étendu que le projet d'un homme de génie, qui est Patrice Talon. Voilà. Donc, oui, mais en même temps, quand on entend que candidat Zanaï est un soutien de Patrice Talon, on s'attend à ce qu'il continue l'animation de la vie politique avec le même style, comment vous avez appelé ça? Exactement. Et peut-être vous dites les choses directement, vous opinez sur toutes les questions qui concernent la vie nationale, mais subitement, on vous a plus entendu. Je crois que c'est de ça. Au moment surtout, on vous attendait justement. Voilà, on se dit, il va prendre le devant des choses et défendre son candidat, Patrice Talon, porter la bonne nouvelle, aller expliquer le projet du candidat. Mais là, vous êtes dans l'ombre. Pourquoi faites-vous ça? Écoutez, j'aurais souhaité que nous rentrons dans le vif du sujet. On va y aller. Nous démarrons les émissions. On y est même déjà. Parce que souvent, quand nous allons perdre beaucoup de on minutes, y est, ça dépend du portail par lequel ce que j'appelle totalement subsidiaire, c'est pas le principal ça. Le principal, il y a beaucoup de gens, nous avons une stratégie de communication et le candidat Patrice Talon communique beaucoup. Il est l'un des rares candidats à se présenter devant le scanner de la presse et des critiques de la population en matière de clarification, de fixation de sa vision. Pourtant, cette absence, ou si vous préférez ce style-là... Écoutez-moi, il n'y a pas d'absence communicationnelle au niveau de Patrice. Et vous devez me donner acte de ce qu'il n'y a pas une absence communicationnelle. Mais vous ne lui prêtez pas votre voix, c'est ce qu'on dit. Je n'ai pas compris. Vous ne lui prêtez pas votre voix, on ne vous entend pas. Comment je vais prêter ma voix? Il est à faune, Patrice Talon, il est à faune, il est mieux. Il n'est pas intelligent, il n'est pas un bon communicateur. De toute façon, c'est les exercices auxquels vous allez vous adonner ce matin, puisque déjà vous prêtez votre voix. Il communique. Et puis je vous dis que je ne suis pas ici mandaté par lui.
Non, bien sûr. Ah non, je suis ici en tant que candidat Zanaï, président du parti Restaurer l'Espoir. Et c'est à ce titre que vous m'avez invité. Vous ne m'avez pas dit nous voulons un représentant. Si vous aviez même dit vous voulez un représentant, je ne viendrais pas ici. D'accord. Parce que ma stratégie politique actuelle n'est pas de communiquer au grand public. D'accord. Mais parce que j'ai un faible respect pour vous, pas la station au soleil, non. Vous, les journalistes avec qui j'ai certaines relations. Pourquoi vous faites cette distinction? Il y a une distinction. Vous êtes des employés, vous êtes des fonctionnaires, vous êtes des agents de cette entreprise de presse. Il y a une différence entre vous et l'entreprise de presse. Vous, nous avons une proximité, il y a une affectivité de parcours qui date de très longtemps et que je respecte. Ce qui fait que quand vous m'appelez, je fais violence pour dire, je mets en parenthèse ma stratégie de communication et je viens vous voir. On dit dans ma langue que lorsque la panthère sort souvent, elle est moins qu'un petit chat. Voilà. Donc, vous savez, je guette les moments où je viens lorsque je pense que c'est important et tout le monde écoute. Et ce que je dis se réalise. Lorsque, par exemple, à Agoué, on m'a invité au conseil ou à la convention de l'UN et que j'ai fait une déclaration, tout le monde a crié. J'avais dit à Agoué, par exemple, que je n'ai pas voté pour Adrien Oumbédi lors de l'élection du président de l'Assemblée, mais que j'ai voté pour libérer le pouvoir législatif. Beaucoup n'ont pas compris. Par exemple, lorsque j'ai dit je n'irai pas à l'investiture du président Oumbédi, beaucoup ont dit pourquoi. J'ai dit, vous verrez, je n'irai pas et vous verrez la suite. Donc, vous savez, le politique, avec ma petite expérience d'une trentaine d'années, et je sais ce que je fais au moment où je vais le faire. Très donc, bien. je pense que nous n'allons pas perdre beaucoup de temps là-dessus. Sur les choses et j'ai qui dit sont pas beaucoup utiles. de choses qui se réalisent. Hein. Je ne suis pas devenu prophète. Vous y ferez même carrière, carrément. Quoi? Vous feriez carrière même dans la divination, dans La divination non, pas du tout. C'est pas mon job. Hein. C'est pas mon affaire. C'est pas mon affaire. Il y a d'autres meilleurs qui font ça, qui en ont fait leur peinture. En tout cas, honorable, Voilà. on vous remercie vraiment d'être venu. C'était pas évident. C'était un peu un coup comme ça qu'on a voulu tenter. Voilà. On lui dit de venir. Ben, est-ce qu'il va venir, est-ce qu'il ne va pas venir? Voilà. Mais là, nous sommes très heureux que vous soyez là. Voilà. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet comme vous le souhaitez. Depuis la nuit du 12 janvier dernier, où les Béninois ont découvert à la télévision, les uns avec soulagement et les autres avec indignation, l'alliance FCBE, RB, PRD, beaucoup de choses sont dites, mais vous n'avez rien dit à propos. Quel commentaire ou analyse vous inspire ce qui est présenté comme l'un des faits politiques majeurs de ces 10 dernières années? Non, n'exagérez pas, n'amplifiez pas ce qui n'a pas des dimensions qu'on peut amplifier. Non, on ne peut pas étendre indéfiniment un fil électrique. Hein, donc, ça arrive de se casser. Non, ça arrive de se casser. Ce n'est pas l'événement le plus important de ces 10 dernières années. Non, là. Enfin, c'est ce qu'on tente de nous faire non, croire. pas du tout. Pas du tout. Ce n'est même pas un événement. Puisque quand on suit, on fait une traçabilité du comportement, on saura. Donc, moi, je n'ai pas voulu zoomer sur ces choses. Je n'ai même pas voulu répondre à ces choses. Je sais que une élection présidentielle se gagne voix par voix. Il faut aller chercher chaque voix. Et c'est ce que je suis en train de faire. Il faut aller chercher chaque voix. Je ne suis pas obtenu de prendre la stratégie de l'adversaire. Il est interdit de combattre sur le terrain de l'adversaire. Je ne le fais pas. C'est pas un grand événement, mais vous avez déjà apporté un début de réponse, je veux dire. En disant votre camp politique. Les 9 candidats qui se sont regroupés dans cette plateforme-là inattendue. Oui, ça, on va en parler. Non, bon. Écoutez, si vous n'enchaînez pas les choses dans une chronologie, les gens vont se perdre. Vous dites qu'un non-événement est un événement. Que ce qui se passe, est-ce que c'est un événement? Oui, pour ceux qui l'ont fait, c'est un grand événement. Non, pas du tout. Pas du tout. Je vous ai dit déjà que c'est exprès que je vous ai dit. Pour moi, je savais la trajectoire. Sinon, pourquoi j'étais le seul homme politique à dire moi, je n'ai pas voté pour Adrien Oumbédi au Parlement pour qu'il soit président de l'Assemblée. Mais que j'ai voté pour libérer le Parlement. C'est vous dire, il y a des non-dits. Quand on dit ça, vous allez savoir. Bon. Et puis, après tout ce que nous avons fait pour le 19 mai, et quand on m'invite à une investiture, à une installation, et je dis je ne viens pas. Mais vous devez savoir,
Bon, alors, racontez-nous, nous ne savons pas. Que s'est-il passé? Laissons ça. Je veux faire l'émission avec vous. Sinon, nous irons dans la périphérie. Dans l'opinion, c'est resté ce que vous appelez libérer le Parlement. D'aucuns l'ont appelé la reine pour Boniaï qui était plus forte que ce qu'on avait contre Mbeki, par exemple, à l'époque, le 19 mai. Non, pour moi, il y a un système de dictature qui est encore en cours. Un système qui viole les lois. Même la loi électorale est violée là où nous sommes. Un système qui ne fonctionne que dans la violation. Et lorsque je comprends ce système, je ne veux pas m'acoquiner avec ce système. Maintenant, mon rôle est de diluer, d'affaiblir ce système par tous les moyens démocratiques qui s'observaient à moi. Il y a un célèbre homme béninois qui utilise une expression entre la peste et le choléra que je ne veux pas dire, mais c'est ça, comprenez ce qui est. Rien ne m'étonne, moi. Rien ne m'étonne. Autant le Père Noël étonne les enfants qui sortent du berceau, autant pour un vieux père, le Père Noël n'est rien du tout. Donc vous saviez que ce qui est venu là devrait arriver? Il y a tous les éléments pour que ça arrive. Donc ça n'a pas été une surprise pour vous? Mais écoutez, lorsque quelqu'un passe tout son temps à dire « je ne vais jamais faire l'opposition », alors cette personne-là, lorsqu'on lui tend, et puis il y a un penseur que j'aime beaucoup qui dit « sous l'appât fumant, il peut y avoir l'hameçon ». C'est Sun Tzu dans l'art de la guerre. C'est-à-dire les gens pensent que l'attelage là ressemble tellement à un appât, et puis on peut aller brouter. Mais attention, il peut y avoir un hameçon là-dessous. C'est ça que beaucoup ne voient pas. Il peut y avoir un hameçon qui peut faire sortir de l'eau et détruire complètement ces personnes tout de suite, comme plus tard. Et il y a tous les scénarios qu'il faut choisir. Donc pour moi, il n'y a pas événement là. Et puis, lorsque vous analysez la capacité, le potentiel chiffré sorti de la Cour constitutionnelle de cet attelage, vous allez voir que ça n'atteint pas un pourcentage. C'est au-delà des 50%. Pas du tout. Vous êtes dans une erreur. Écoutez, attention, n'embrouillez pas les électeurs. Lorsque vous prenez, je ne veux pas dire de nom, vous prenez une formation dedans, le maximum c'est 10%. Bien sûr. Jusqu'au FCBE. Attention, attendez, je dis, lorsque vous prenez une formation dedans, le maximum c'est 10%. Bon, vous ne voulez pas appeler le nom vous de prenez la une seconde, d'accord, vous prenez une seconde formation, le maximum c'est entre 4 et 5,5%. Lorsque vous prenez la FCBE dont vous parlez, et vous prenez la structure de la FCBE, il y a une implosion au FCBE. Alors, lorsque vous enlevez tous les comportements qui faisaient la FCBE aujourd'hui n'existe plus. Il n'y a que la résistance de quelqu'un dont je ne vais pas parler, qui prend des noms, qui se dit leader ou prince ou empereur des jeunes, et qui fait chaud là. Donc en réalité, pour nous qui analysons les faits, les chiffres, il n'y a pas événement, il n'y a pas à paniquer, il n'y a rien du tout. Et même si vous tracez le tout, vous voyez que c'est pas criard. Le second tour aura lieu. Je vais vous dire quelque chose. Personne ne peut gagner KO pour les prochaines élections. Il n'existe pas de chaos pour les prochaines élections. Pourtant, cette alliance, en se fondant sur l'arithmétique des dernières législatives, a un objectif. Mais écoutez, prenez l'arithmétique, M. Adoum. Oui. C'est pour ça que je parle des chiffres. Prenez les chiffres de la Cour constitutionnelle. Et si vous voulez que je donne, le PRD c'est 10%. C'est de ça qu'il s'agit. La RB c'est entre 4,5%. Mais en quel moment? Au moment où les personnes même étaient en activité, en action. C'est ça. Alors, si vous prenez même, vous dites même que même ça, tout le monde suit, parce qu'on a dit qu'on a les conditions de comment il va dire, de lease, de location de leur logo. Puisque c'est un acte de location de logo. C'est-à-dire, c'est une location. Les conditions de location de logo ne veut pas dire la location des militants et des sympathisants. Tout à fait. Non, pas du tout. Donc, dans puisque tous les cas... le vote on parle du principe du one man, one vote. Tout à fait. Donc, la location du logo n'est pas la location du contenu du logo, du contenu humain, électoral, et même de perception, de ressentiment. Puisque les élections, c'est des ressentiments. Une petite phrase peut vous faire perdre des voix, qu'une petite phrase peut vous faire gagner des voix. Et puis, lorsqu'un argument est incohérent, lorsqu'on a des difficultés, par exemple, je prends Maître Mbedi, il a des difficultés à expliquer ce qu'il a fait. Non, sur l'explication du choix, on va revenir, vous aurez le temps de vous... Écoutez, n'ayez pas peur, je vous ai dit, si vous m'invitez, poser des questions, vous êtes libre des questions, mais vous devez laisser aussi expliquer. Bon, allez-y, donc, on vous écoute. je dis, lorsque nous analysons les résultats là,
et que nous voyons tous les mouvements de désapprobation, d'approbation qu'il y a l'un dans l'autre, il n'est plus sûr aujourd'hui. Mougbedji n'était pas candidat aux élections présidentielles lui-même. Et tout le monde ayant vu que les logos ont été loués, on voit qu'il ne peut plus atteindre l'extrémum. Ce qui veut dire que les 10% tombent et peuvent tomber à tout moment. À quel seuil? Personne, ni vous, ni lui. Même les efforts, les sur-efforts de peinture, c'est ça. Mais lorsque vous prenez les 4,5... Qu'est-ce que vous appelez effort de peinture? Mais écoute, on va venir là-dessus quand vous prenez par exemple la RB avec les 4,5, 5,5, mais vous voyez, écoutez, vous êtes dans l'opinion. Vous voyez que ça ne prend pas, ça ne prendra pas, parce que c'est des hommes. C'est des hommes. Ceux qui élisent, c'est des hommes. Et puis, il y a des femmes qui ont des chansons magnifiques. Des mbio comme Meriam Azea Vedoua. Des mbio comme Meriam Vedoua Azea. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, les femmes, dans leurs chansons, disent que quand elles ont, on a beau leur donner tout, quand elles sont rentrées dans la salle de vote, derrière l'isoloir, elles savent ce qu'elles vont prendre. Et que ce n'est pas le Diagouda qu'elles ont pris. Elles savent, elles ont voté, elles ont conscience. Donc, si vous analysez ces deux paramètres, vous voyez que le suffrage, le potentiel tombe. Maintenant, vous prenez le FCBE. Le potentiel de FCBE, ça n'existe plus. Vous prenez le score que le FCBE faisait. Prenez Gbadamassi, par exemple. Ça tombe. Prenez les Woutonji, tout ça là. Il est en train de colmater les brèches à Parakou. Ah bon? Ah oui, et il a quel col pour colmater les brèches? Du super glue sans doute. Ah bon, je ne veux pas vous faire de plus. Aujourd'hui, il n'y a pas dans une conception électorale, lorsque les élections sont éloignées de plus de 6 mois, tous les stratèges politiques vont vous dire, il n'y a pas un copier-coller des voix qu'on a obtenues qu'on peut faire. C'est faux. Lorsque les élections, il y a plus de 6 mois dans 2 élections, vous ne pouvez plus faire du copier-coller. Quand on vient vous dire je fais du copier-coller, on a vendu du payeur à celui qui a acheté, celui qui a loué. C'est de la location, on a loué quelque chose qui n'a plus sa valeur. Et puis, le jeu électoral, c'est un jeu comme la bourse de valeur. Hein. Ça monte, ça monte, ça fluctue. Et chacun guette chacun. Et chacun joue. Et pendant ce temps-là, nous autres, nous n'avons pas à venir dire je parle sur telle radio et pas sur telle radio. Pendant ce temps, nous savons ce que nous avons à faire à partir des analyses qui sont à notre disposition. Voilà. Très bien. Alors, je ne sais pas si vous avez compris. Oui, bien sûr. Donc, ce n'est pas un événement. En résumé, le chaos n'est pas possible. Il n'est pas possible. Et puis, quand on parle de chaos, mais qu'est-ce que vous connaissez des chaos? Et personne ne peut faire chaos là-bas. Ce n'est pas possible. Ah bon? Ce n'est pas possible, ça n'existe même pas. C'est pas possible. Je sais qu'il y a une ingénierie de fraude qui s'organise sur des dimensions données que je connais. Et il y a des fraudes liées à chaque aire, à chaque fièvre. Oui, et que nous connaissons les pratiques. Nous savons même ceux qui sont réunis la semaine passée, la semaine dernière, et qui ont pensé remettre dans leur schéma une manière de faire la fraude qui est liée sur comment détruire, c'est-à-dire comment artificiellement consommer la marge d'abstention. C'est tout. La marge d'abstention, le jour du vote, il y a une technique de fraude qui consiste à l'absorber artificiellement dans le suffrage de quelqu'un. Nous savons ça et nous prenons des mesures. Vous le savez pour avoir participé à des laboratoires ou comment vous le savez, candidat Zanaï? Mais écoutez, je suis analyste. Je suis analyste. Et puis, j'ai fait longtemps dans le système électoral. Et vous ne pouvez pas me dénier qu'il y a longtemps, on me rattache un peu aux brigades antifraude et qui ont fonctionné dans ce pays. Je prends mon temps à lire, à comprendre le mécanisme d'amplification de vote qui ne correspondent pas à la capacité électorale propre d'un parti ou d'un individu. Mais quand vous parlez de la présidentielle de 2011, vous jurez sur tous les toits que vous avez le secret du chaos, candidat Zanaï. Mais sur quel toit? Sur quel toit? Vous l'avez moi déjà. Je dis le chaos est possible lorsque on ne comprend pas l'ingénierie du chaos. Et le chaos, il y a des fonctions critiques qui amènent au chaos. Le chaos peut être au niveau des institutions.
Et au niveau même de ces institutions chargées de donner les résultats, le chaos peut être là, soit par les membres officiels de ces institutions, par les structures techniques de compilation en amont, les cellules informatiques. On peut faire le chaos là. On peut faire le chaos sur la corruption des membres des institutions qui vont délibérer. On peut faire le chaos aussi en amont sur la violation des lois électorales. Et nous sommes actuellement au niveau de la fraude liée à la violation de la loi électorale. Parce que la délivrance des cartes d'électeurs, selon la loi, devait commencer 15 jours avant et mieux. Ça, on va en parler dans le détail. Restons même dans... Non, écoutez, je vous expliquais cette histoire de vous parler de chaos. Mais on peut avoir organisé aussi la fraude massive qui peut aboutir au chaos lorsque c'est la présidente de la République, en concert avec la structure chargée d'organiser les élections, la Sénat en l'occurrence, on crée une pénurie artificielle dans les zones qu'on veut favoriser. Pas dans les zones du matériel électoral, pas dans les zones qu'on ne veut pas favoriser. Dans les zones qui sont déjà les fiefs d'autrui, on ne crée pas des pénuries en tant que telles. On crée des pénuries jusqu'à un petit pourcentage. Mais dans les zones qu'on veut manipuler, on crée la pénurie. Et s'il n'y a pas le matériel là, c'est l'armée ou la garde présidentielle, et parfois avec l'hélicoptère, qui vont déposer et qui vont retirer. Et tout est possible. En 2011, quel est le type de chaos qui a fonctionné? Écoutez, est-ce que le but de l'élection, c'est de me dire en 2011 le type de chaos qui a fonctionné? Non, puisque là, nous sommes après 5 ans. En 2011, ce qui s'est passé, c'est passé. Ce qui s'est passé, c'est passé. Ce que moi j'ai observé, c'est que le camp d'en face était inorganisé. C'était inorganisé, c'est un camp qui laissait totalement la défense libre. Et donc on pouvait marquer des buts à tout moment. On pouvait marquer des buts à tout moment, même des autogols, ils se marquaient des autogols. Donc on ne va pas prier quelqu'un qui se marque des autogols. Et on va pas, l'arbitre ne va pas s'en prier. On ne va pas pleurer sur le cas des gens qui n'ont pas de défense. Et voilà, nous sommes encore là sur le terrain d'une autre présidentielle, sans doute pour être si engagé. Vous connaissez, vous avez déjà fait l'état des lieux. Quel est le type de chaos? Quel est l'état des lieux tout simplement aujourd'hui? Écoutez, je parle sur des chiffres. Je vous dis, quand 2 élections sont séparées de 6 mois, la preuve même dans notre loi électorale, on a dit que lorsque 2 élections dépassent 6 mois, on peut rechanger le Sénat. Donc, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Donc, on ne peut pas faire du copier-coller. 1, 2, je prends même en l'état les chiffres, les capacités du PRD, les capacités de la RB. Le PRD autour de 10%, la RB autour de 4,5%, 5%. Au plus fort de leur... Si tout n'a plein régime, c'est ça. Vous n'avez pas compris ma question. Vous disiez tantôt qu'il y a quelques jours, on préparait une réunion pour voir comment utiliser l'abstention. L'abstention pour oui, c'est vrai, c'est vrai. Quel est l'état des lieux aujourd'hui en parlant de fraude ou de chaos éventuel? Ah non, mais c'est vrai, c'est réel. Quelles sont les techniques les plus probables d'être utilisées? Mais toutes les techniques sont sur la table. D'accord. Et toutes les techniques sont sur la table et tous les stratèges qui ne veulent pas qu'il y ait là évaluent et étudient toutes les techniques. Dans un camp ou dans tous les camps? En tout cas, je ne sais pas, moi, je suis dans un camp où je dis, je travaillerai, et le candidat a dit, il travaillera pour que nous ayons le meilleur score. Point. Sur cette base, je travaille pour que, si mon candidat a 10 voix, qu'on lui compte les 10 voix. Dans le contexte je ne souhaite pas qu'on lui compte 11 voix, je ne souhaite pas qu'on lui compte moins de 10 voix. Dans le contexte, et pour le faire, ça peut prendre tous les sens. Et pour le faire, il faut que je travaille sérieusement à comprendre ce qui se passe du côté de l'adversaire et que j'y apporte des solutions. J'anticipe sur des solutions. C'est mon rôle. Et quand je suis en train de faire ce travail, je ne me vois pas en train d'être tellement visible. Tellement visible. Et ce travail porte des fruits. Regardez par exemple, lorsque le président de Kos Lepi, mon ami Aranvo Ebla, y a pas, le mot ami n'existe pas dans la vie, mon collègue, surtout, ça n'existe même pas dans la vie ordinaire, il n'y a pas d'amis sur cette terre. Lorsque mon collègue Aranvo Ebla, lorsque il fait cette déclaration, ce n'est pas bon. Quelle déclaration? Mais vous savez, cette déclaration où il dit il y a le chaos. Il n'a pas dit chaos. Il a dit que le match est plié. Le match est plié. Ça veut dire qu'il y a chaos. C'est un chaos. La sémantique du match est plié, c'est quoi? C'est que le résultat est connu avant le match. Donc c'est fini.
Donc moi je dis, ces choses-là ne sont pas bien. Même si ces choses ne sont pas bien. Et là, moi, nous savons ce que nous avons à faire. Mais pourtant, honorable, sur ce sujet précis, Augustin Ouanoué-Bla, qui est à la tête de l'un des organes de gestion. Parce qu'il fait partie du personnel électoral. Absolument. Voilà. Alors, d'abord, son mandat a pris fin. Oui. Son mandat a pris fin. Donc, à la date d'aujourd'hui, le COS n'a plus de président. Donc, normalement, personne ne doit toucher au matériel venant du COS. Mais en même temps, si vous dites ça, est-ce que cela ne le fonde pas? Dis ce qu'il a dit en tant que simple militant. Il a dit avant. Il n'a pas dit. Donc il était encore président du COS. Il a dit. Tout à fait. Donc, mais n'opinons pas, ne faisons pas. Mais est-ce que c'est pas la loi elle-même qui est une faute carrément, puisque la loi prend des acteurs politiques, des députés, n'est-ce pas? Donc pouvant opiner comme il a fait. Non. Tout le monde est politique. Je ne veux pas de la théorie. Tout au moins, sur un député, on ne peut pas se tromper de ce caractère. Non, même si vous avez des obligations de réserve, c'est-à-dire la fonction que vous occupez vous amène à des obligations de réserve chaque fois. Et ce qu'on dit aux citoyens béninois, aux démocrates béninois, africains et dans le monde entier, c'est cette vénération de la loi. Lorsque vous vénérez la loi, il n'y a pas de souci. La société est bien organisée. La société démocratique est organisée. C'est lorsqu'on fait des tensions, et pas évasion, pas oubli ou pas malice, que ça crée des problèmes. Non, pas du tout. Alors, candidat Zanaï, au lendemain de cette alliance sur laquelle les commentaires ne tarissent pas, 9 candidats, dont Patrice Talon, que vous soutenez, se sont constitués en cercle de concertation pour apparemment faire mentir le camp d'en face. Quelle chance donnez-vous à une telle alliance quand il n'a pas été possible pour ces prétendants au fauteuil présidentiel de choisir un candidat unique pour donner le change ou établir l'équilibre? Avant de s'y enfoncer, je demande, est-ce que c'est une réponse oui ou non à cette alliance à RBPD FCBE? Non, pas du tout. Ce n'est pas une alliance. Le regroupement des candidats, ce n'est pas une alliance. Qu'est-ce que c'est? C'est une concertation. C'est une concertation. Mais ça veut dire quoi concrètement, une concertation? Mais on se concerte. Qu'est-ce que vous appelez concertation? Le groupe des 9? Oui, bien vous sûr. Avez dit, vous-même, vous avez parlé de groupe de 9, vous avez baptisé ça alliance. Je vous dis les mots ayant un sens et qu'il y a une sémantique qui doit être derrière chaque mot. Je vous dis non, c'est une concertation. Parce qu'une alliance suppose qu'il y ait un acte, qu'on s'engage, soit pas écrit, soit verbalement. Il n'y a pas un accord avec des clauses inviolables. C'est une concertation de gens qui ne veulent pas qu'il y ait de vol du suffrage, qu'on ne vole pas le suffrage. Qu'est-ce que vous y amenez? Mais écoutez, lorsque des gens créent ceux qui ont loué leur logo, les locataires des gens les propriétaires qui louent, je vais être basique et au point même de transgresser le vocabulaire français. Les propriétaires loueurs de logos ont loué leur logo. Alors, ceux avec qui ils avaient pris des positions antérieurement sur des choses, ou ceux avec qui ils analysaient certaines choses, ils étaient dans des concertations et même certaines ententes qui ont abouti à certaines choses. Et vu que ils ont commencé par dire que c'est l'alliance du chaos, ceux-là ont dit attention, mutualisons nos efforts pour qu'on ne vole pas le suffrage du peuple. Et je trouve que c'est normal. Et Wilfried Adon demandait, ça peut vous pousser jusqu'où? Ça pourrait aller jusqu'où? Mais moi je ne suis pas les candidats qui se sont réunis. Vous m'avez vu. Vous êtes de ce groupe. Vous m'avez vu le jour là. Est-ce que d'abord, je vais poser une question. Est-ce que vous me voyez maintenant à part? Attention, vous n'y étiez pas parce que vous n'y avez pas adhéré. Nous ne sommes pas dans un schéma c'est nous qui posons, c'est vous qui répondez. Le discours, le dialogue, les échanges que nous sommes en train de faire peuvent amener que je vous pose aussi des questions pour permettre une clarification des choses. Donc, oui, mais vous n'étiez pas trop loin de votre candidat, non? Vous m'aviez vu le jour là. On n'a pas besoin de vous voir. Donc vous n'adhérez pas à l'initiative. À quelle initiative? C'est le groupe des 9. Voilà. Mais est-ce que vous me comprenez? Je dis c'est une bonne chose que des gens qui ont entendu qu'on veut manipuler la masse au point de faire croire qu'il peut y avoir... Les autres n'ont pas dit ça. Ils ont dit qu'ils veulent faire chaos. Ah, je ne dis pas que les autres ont dit ça. Est-ce que le voleur dit qu'il est voleur? Est-ce que le manipulateur dit qu'il est manipulateur? Ne vous mettez pas à la place des autres. Invitez les autres, monsieur le journaliste, que les autres se défendent. Les autres ont dit que c'est l'alliance du chaos. Vrai ou faux? Lorsqu'ils disent que c'est l'alliance du chaos, qu'est-ce que vous voulez que moi je dise? Je dis qu'ils manipulent, d'autant plus que techniquement,
Nous qui nous occupons de l'analyse des données en matière électorale, du comportement, de la sociologie des élections, nous disons en 6 mois d'écart, le comportement initial peut être différent et souvent varie. Et même en moins d'une semaine, ça varie d'une élection à une autre. Mais d'une phrase à une autre phrase. Donc j'ai dit, c'est pas du copier-coller. Et puis il y a beaucoup de variables qui ont changé. Beaucoup de variables qui ont changé. Et puis je dis quelque chose. Lorsque les gens pensent cela, ils veulent envoyer une image. Et il faut détruire rapidement cette image en disant, nous n'allons pas accepter qu'on vole. Faut préparer du vol du suffrage du peuple. Et ces personnes-là... En un mot, c'était de la stratégie communicationnelle. Écoutez, c'est pas de la stratégie communicationnelle. Ces personnes, les autres font de la stratégie communicationnelle. Mais les autres font une réaction de mise en garde, d'alerte. Mais ça peut aller jusqu'où? Mais j'ai dit, posez la question à ceux qui nous réunissent. Moi, j'ai dit, ce qui m'intéresse là, c'est que, du point de vue de l'analyse de la sociologie électorale, ici au Bénin qu'ailleurs, en 6 mois, on ne peut pas faire du copier-coller. 2, je parle du potentiel, de la capacité maximale de chaque acteur. C'est encore en dessous de la barre des 15-20%. Dans l'opinion des gens qui adhèrent à l'initiative, comme vous disent que pour que ça soit vraiment efficace, pour contrer donc cette alliance en face, il faudra aller jusqu'à des désistements de candidats. Je ne suis pas venu pour ça. C'est-à-dire, moi, je suis venu, votre question n'est pas ça. Votre question n'est pas ça. Je ne suis pas mandaté. Je vous ai même dit au début de cette émission que je ne suis pas mandaté, même pas par mon candidat, pour venir sur cette émission. Je vous ai dit au départ. Donc, je ne peux pas dire en lieu et place des autres. Moi, je suis venu analyser avec vous l'actualité et j'ai dit, pas de copier-coller, et que même si c'est là, voilà la capacité. Que le peuple sache que le PRD c'est maximum 10%, la c'est 4,5%, qui n'ont qu'à prendre les chiffres réels. Et que la FCBE, c'est en implosion au nord, au sud, au centre, à l'est et à l'ouest. Donc, je vais vous dire quelque chose. Lionel Zinsou risque de ne pas aller au second tour. Hein. Ah oui? Ah, il n'ira pas. Il risque de ne pas. Là où nous sommes là, tout ce qu'ils font, il n'ira pas. Hein. Lui, c'est fini pour lui. Hein. Il n'a qu'à repartir. Vous fondez-vous pour faire une telle affirmation? Mais vous regardez même les chiffres. Regardez la délication. Vous-même, vous avez dit que quelqu'un est parti au nord colmater les brèches. S'il est petit temps en train de chercher des cols ou bien des plâtres pour colmater, vous savez que le séisme qu'il a. Dites-moi où les FCBE existent encore. Partout. Non. Partout à quel niveau? Les FCBE sont partout. Partout. Il y a des meetings qui sont organisés partout. Ah, des meetings. Je vais vous faire rire par rapport aux meetings. D'accord. Vous m'en avez vu faire? Vous m'avez vu moi faire des meetings. Oui, justement, pourquoi vous n'en faites pas? Ah oui! C'est ce que vous devez savoir. En matière de propagande politique, il y a plusieurs techniques. Tous les stratèges vont vous dire que les meetings sont les techniques les plus coûteuses et les moins efficaces. Ah bon? Bien sûr. Un meeting, c'est quoi? Au Bénin, avec la nécessité haute là. Venez, on distribue de l'argent. Mais écoutez, dans le même stade, Biachani a rempli. Et dans le même stade, on a rempli hier. Dans le même stade, Koupaki a rempli. N'importe qui va là-bas, il va remplir. Vous croyez que lorsqu'on amène des gens, ABT, Biachani a amené ces gens. Et ces gens, on les a marqués avec des puces électroniques. Ces gens ne sont pas venus au meeting d'hier. On a marqué ceux qui sont venus au meeting d'hier, qui ne sont pas venus au meeting de Koupaki. Donc les mêmes peuvent... C'est les mêmes personnes que nous utilisons. Je veux tout de suite, il avait rempli tout le Bénin. Donc ça, c'est un secret de couvert que vous alors, non, mais c'est pas, je vous dis ça. Il suffit de donner de l'argent. Je prends... Oui, parfois, on loue le militant, enfin, le participant et sa chaise en même temps. Mais c'est ça. Et même on donne les sous et puis on loue à la fois. Vous lisez, s'il vous plaît, les manuels de mobilisation politique. On va vous dire ce que c'est que les meetings. On va vous dire en dehors des meetings, il y a plusieurs autres techniques que je ne veux pas dire ici. Parce que je les utilise. Je ne veux pas dire... Mais quelle est votre technique lorsqu'on sait que vous ne bougez même plus, parlant donc de Cantalon au point où... Écoute, qu'est-ce que vous appelez vous ne bougez? Vous êtes... Attends, une minute. Qu'est-ce que vous appelez bouger? Vous êtes avec moi. Dans l'opinion, vous passez comme étant en déclin carrément, le Cantalon. Attends, vous passez avec moi. Vous savez tout ce que moi j'ai fait d'hier jusqu'à... Vous voyez mes yeux rouges là, ici, là. Vous savez que... J'ai pas bu d'alcool, hein. Je n'en bois même pas. C'est le signe que vous n'avez pas dormi, c'est ça? C'est ça. Vous savez où je passe? Vous savez ce que je fais? Vous dites bouger. C'est quoi vous appelez bouger? Vous appelez quoi? On peut même
On peut même manipuler sur des logiciels aujourd'hui. Je peux vous envoyer des messages, des images, que j'ai rempli telle chose là. Mais faites beaucoup attention à cela. La politique, l'art de la mobilisation, c'est autre chose. Il y a plusieurs techniques de mobilisation. De remplir les je vais vous citer les techniques. Non, je ne veux pas. Parce que je ne sais pas si le camp d'avance connaît tout ça. Il ne faut pas leur donner des armes pour nous abattre. On ne peut pas leur donner des armes pour nous abattre. Qu'est-ce que vous appelez bouger? Le grand rendez-vous. Alors, Adrien Oumbeyi, dont le parti est désormais en alliance avec le régime en fin de mandat pour porter Lionel Zinsou à la Marina, a réussi la grande prouesse de s'exprimer sur le diffuseur public pour la première fois depuis 10 ans. Il a dit lui-même, vous l'avez certainement suivi, entre autres choses, il a dit tout le bien qu'il pense de votre candidat. Et s'appuyant sur l'exemple du PVI Nouvelle Génération, il pense notamment que confier le pays aux opérateurs économiques reviendrait à faire le lit au désordre. Cela vous inspire-t-il un commentaire? Écoutez, je ne voudrais même pas opiner sur ces sujets. Je reviens à 2 points. À la convention de l'Union fait la nation à Agoué, quand j'ai pris la parole, j'ai dit publiquement, et la presse l'a relayé, moi, je n'ai pas voté Adrien Oumbeyi le 19 mai. J'ai voté pour libérer le Parlement. C'est une déclaration majeure. 2, j'ai dit à tout le monde, je ne viendrai pas à l'investiture de Maître Oumbeyi à Porte-Nouveau, et je ne suis pas allé. Donc tant pis pour ceux qui découvrent Oumbeyi seulement. À partir de ce moment, moi j'ai fini. Je n'ai plus rien à dire. À partir de ce moment, vous allez comprendre que j'ai fini complètement. Je ne me fais pas d'illusions. Mais il y a des choses, vous faites là un peu économie de vérité, il y a des choses que vous ne nous dites pas. Oui. Quels sont les éléments sur lesquels vous êtes appuyé pour poser ces 2 actes politiques importants? Dire par exemple que vous n'avez pas voté Adrien Oumbeyi alors que nous connaissons tous la ferveur de ce 19 mai. Toute cette nuit que les gens n'ont pas dormi et ont suivi, etc. Tout ce que vous avez sans doute dû faire. Non, ce que j'ai fait beaucoup aux côtés d'autres. D'accord. Demander à tout pour que ce résultat-là advienne. Alors oui. qu'au lendemain d'un tel succès, entre griffes, puisque s'il s'agit d'un 42-41, au lendemain d'un tel succès, c'est comme on le disait de Louis Armstrong, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité, c'était un grand pas pour la démocratie selon certains, mais que vous ayez à Agoué pour aller dire ce que vous avez dit là, c'est quand même quelque chose, que vous n'ayez pas pris la peine d'aller à l'investiture de Maître Oumbeyi, c'est quand même incompréhensible. Mais aujourd'hui que vous l'évoquez, ce serait quand même bien que vous nous dites pourquoi vous avez fait ça. Monsieur le journaliste, c'est compréhensible maintenant par rapport à tout ce qui se passe. Ça veut dire que j'ai vu. Donc vous saviez que tout ça allait se faire, c'est ça? Je ne savais pas que ces choses allaient se faire telles quelles. Mais je ne sentais pas dans mon cœur, dans ma conviction, certaines choses. Je me disais, il fallait sauver la démocratie. Parce que pour nous et pour ce peuple, et d'ailleurs, la clameur populaire du 19 mai exprime ce que le peuple veut. C'est tout. Moi, j'ai été soldat d'assistance à ce peuple qui est sur le plan des valeurs démocratiques et de la promotion des valeurs démocratiques, était désemparé. Et le cri, la clameur du 19 mai est quelque chose de magnifique, d'extraordinaire. C'est tout. Maintenant, ce que je vous dis maintenant, c'est quoi? C'est que quand les choses se révèlent maintenant, quand tout ça là se produit maintenant, et on peut comprendre mon attitude, ma compréhension, ma vista dans cette question. Il fallait le dire. Si vous avez pris part à tout ce qui s'est passé, je sais les efforts, les sacrifices, mais j'ai dit, c'est ça la vie, et c'est ça aussi la politique. Maintenant, ce que chacun a fait, chacun est responsable de ce qu'il a fait. Je ne commenterai pas plus. Mais moi, je ne suis pas du tout étonné. Mais lorsque vous-même, vous avez suivi un débat, vous faites référence à un débat sur l'ORTB, quand un homme politique dit, je ne ferai plus l'opposition, j'en suis fatigué, j'ai fait 25 ans, je n'en ferai plus. C'est une idéologie. Allez lire vous-même, ne me faites pas. Enfant dit, donc, vous-même, la personne a dit la chose devant vous. Abidjan, on dit, ne mangez pas votre piment dans ma bouche. Dans ma bouche. La personne, au-delà de ça, la personne même dit, ouvre sa bouche. La personne même a dit ça. En dehors de ça, la personne a dit beaucoup de choses, je ne veux pas aller dans le commun. Même l'homme, suivez le discours. On dit, c'était le premier à dire à un homme d'affaires, un opérateur économique, viens être candidat. Il m'a dit non. Je ne dis pas le nom. Il m'a dit non. Tout le monde le sait, et après, la même personne qui dit ça, dit un opérateur ne peut pas être homme politique.
ne peut pas être président de homme politique. Pourquoi vous l'avez appelé pour dire viens être candidat? Il y a trop d'incohérences. Et en psychanalyse du discours et de l'expression, lorsque quelqu'un a des difficultés, trop d'efforts à expliquer un acte qu'il a posé, c'est que l'acte est mauvais par définition. Parce que les actes, le bien est logique et fluide. Le mal est indigeste et rocailleux. On nous a enseigné ça partout. Lorsque quelque chose commence par être dur, vous comprenez. Moi, je ne veux pas me perdre dans ces choses-là. Le peuple suit et le peuple tranchera. Mais il est une vérité que celui qui a loué son logo n'a pas loué les militants qui avaient une certaine confiance à ce logo. En même temps que vous dénoncez ces choses-là, en même temps que vous dénoncez... Je dénonce rien, j'ai décrit ce que vous savez déjà. Les propos... Chacun est libre. Encore que Humbedji est libre de faire ce qu'il a fait. En même temps que vous dénoncez Humbedji... C'est sa liberté. C'est au peuple de savoir s'il suit ou s'il ne suit pas. C'est tout. Humbedji, il est libre. Quand on a l'impression que vous évitez en même temps de l'attaquer frontalement. Pourquoi je vais l'attaquer? Vous préservez déjà le second tour, c'est cela? Écoutez, moi je travaille pas... Canflan, j'ai dit dans ma langue. Et c'est pas parce que je dois mourir un jour que j'irai être ami du fossoyeur, de celui qui ouvre. De toute la façon, vous allez mourir. Non, pas du tout. Ça n'a pas de sens. Moi, je vis pleinement aujourd'hui. On m'a appris à vivre l'instant présent. L'instant d'après n'est pas mon instant. Demain, on avisera. Mais aujourd'hui, je fais un combat. Mon combat est que Lionel Zinsou et tous ceux qui ont loué leur logo n'iront pas au second tour. Je travaille pour ça. C'est tout. C'est tout le problème. Très bien. Pas alors, de souci. Patrice, ils n'iront pas. Ils n'ont aucune chance pour aller. Eux deux rassemblés aujourd'hui, ils n'atteignent pas 9 ou 11%. Le FCB sont en déliquescence. Donc, ils n'iront pas. Il n'y a même pas KO. Personne ne fera KO. Et eux, ils n'iront pas au second tour. Maintenant, quand ils ne vont pas aller au second tour, Humbedji fera l'opposition, fera quoi? Parce qu'un homme politique ne décrète jamais quel sera son camp. C'est l'idéal que vous portez, les valeurs que vous portez. Et ce que vous dites là, il ne le sait pas, lui qui a une si longue carrière. Et la censure du peuple qui le fait. C'est le peuple qui choisit. Si le peuple ne votait pas, les logos loués, bradés. Si le peuple ne votait pas, si le peuple dit je ne veux, il va faire quoi? Mais en même temps, est-ce que il va faire quoi? On ne doit pas lui rendre justice à Adrien Humbedji qui, depuis ces longues années, a investi ressources et énergie dans la politique sans que les Béninois ne le lui reconnaissent. Autrement dit, la politique c'est un investissement et puis on prend des dividendes. Pourquoi voulez-vous me faire dire le contraire quand on observe nos partis politiques où les présidents de partis politiques se comportent en chefs d'entreprise, qui sont les investisseurs qui tentent, n'est-ce pas, de rentabiliser leur investissement. Alors, dans ce contexte, on ne peut pas lui reprocher ce qu'il a fait, Adrien Humbedji. Écoutez, la question ici n'est pas reprocher ou ne pas reprocher. Je vous ai dit que M. Humbedji est libre. Chaque acteur politique béninois est libre. Et nous ne pouvons pas dire à un acteur politique, voilà ce que tu vas faire, voilà ce que tu ne vas pas faire. Chacun pose les actes, on en déduit les conséquences. C'est tout. Donc le problème ici n'est pas si M. Humbedji est libre de faire ci ou de faire ça, ou si Léadi Soglo est libre de faire ci ou de faire ça. Le problème n'est pas là. Si nous entrons dans ce problème, c'est que nous ne sommes pas conséquents envers nous-mêmes. Ils sont libres de faire. Maintenant, ce que chacun fait a une conséquence. Et c'est par rapport aux conséquences qu'on prend position. Si ce qu'ils ont fait a une conséquence, nous prenons position par rapport aux conséquences. Le débat se situe à ce niveau. Et je dis, lorsque les loueurs de logos n'ont pas loué nécessairement les électeurs ou les admirateurs à celui qui a acheté de la pacotille ou de la coquille. Oui, mais est-ce que le jeu politique au Bénin n'est pas une location permanente lorsqu'on sait ne tentez pas de justifier. C'est ce que votre communication... Laissez-moi jusqu'au bout. Oui. Puisqu'il a été révélé également que Patrice Talon a essayé de... Puisque vous utilisez le mot louer, de louer également le PAD. Oui, c'est ce que j'allais demander. Patrice Talon, votre candidat, lui aussi, il est aussi silencieux que vous. Ben, c'est un mensonge. Adrien Humbedji pense que sa candidature... C'est un mensonge. Oui, honorable, Adrien Humbedji pense que sa candidature n'amasse pas mousse. Justement, on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Clarifions quelque chose d'abord. Et vous allez poser votre question. C'est un gros mensonge. De dire quoi?
de dire ce que j'ai entendu 2 milliards ici, par 2. qu'on a voulu faire ci, faire ça. Non. Mais il y a un document qui a été montré. Il peut y avoir 10 000 documents. La négociation politique procède par des manières. Je viens vers quelqu'un, je dis, je souhaite que tu travailles, que nous travaillons, que vous partagez mon suffrage. Mais si la personne dit, voilà les conditions, je dis, ces conditions, je ne peux pas les faire parce que c'est même humiliant pour vous-même. Venons travailler pour les jours. Ben, il dit, ok, viens, je veux que tu me fasses telle condition, écris-moi ces conditions, sinon je vais faire ça. Mais c'est quoi? Donc Adrien Oumedia a demandé d'écrire ces conditions. J'ai pas dit, j'ai dit une personne. Je parle en général. Donc, ce n'est même pas lorsqu'on est responsable, ce n'est même pas des choses qu'on prend pour justifier l'injustifiable. Il est clair que partout dans le monde, on négocie, on discute, on fait des gages, on fait des ententes, on fait des désententes et c'est tout. C'est pas un péché de faire ça. Lorsqu'on a loué, alors comment on a loué? Combien on a fait la location des logos? On a fait la location des logos, ne soyons pas des enfants. On a fait ça simplement parce que on découvre subitement que le bourreau devient fréquentable, que le despote devient fréquentable. Ces conséquences, même dans le comportement, l'éducation politique de la société, est-ce que ça ne vous fait pas réfléchir? Non, il y a des non-dits, il y a des chapelles au niveau des couvents de négociation et des règles. Le monde entier connaît. Nous savons les transactions qui ont eu lieu. Nous savons beaucoup de choses qui ont eu lieu. Nous savons les avions qui sont venus nuitamment. Nous savons même certaines qui sont venues nuitamment. Nous ne pouvons... Il n'est pas bon de dire certaines choses. Vous avez des chiffres? Nous ne savons... Il n'est pas bon de dire certaines choses. Il y a des non-dits en politique. Il y a les impensés qui sont dans l'arène, dans les méandres de la politique. Mais je dis, l'acte posé, chacun est libre de poser ses actes. La société lit les actes que chacun pose. Moi, toute ma vie, j'ai consacré ma vie politique militante à l'intérêt général. Je ne cherche pas l'argent, je ne cherche pas l'or, je ne cherche pas les galons. Je suis libre et je combattais toujours au profit de l'intérêt du peuple. Et je dis, nous devons être conséquents envers nous-mêmes. La politique n'est pas un club de voyous et de délinquance. Mais parfois, c'est l'impression qu'on a. Même dans la Rome antique, quelque chose ne vous étonne pas. En Italie, regardez la grande Italie, qui est le berceau même de la culture politique. Dans cette Italie, il y a la Brigade Rouge, il y a la mafia. Ça ne vous étonne pas. Mais c'est dans cette Italie même qu'il y a eu le prince Machiavel, qui a écrit pour la cour de Florence. Dans la même Italie, il y a eu le Saint-Siège. Pour vous dire que l'éthique ne peut pas être totalement exclue de la politique. Il faut réserver une place à l'éthique pour faire espérer la grande masse qui souffre, qui ploie. Puisque notre vocation en tant que politique est de servir l'intérêt général. Il n'y a pas de mandat en système démocratique. Et je me réfère à un penseur belge. Il n'y a pas de mandat en système démocratique qui soit tourné vers l'intérêt personnel. Oui, mais tous nos mandats sont tournés vers l'intérêt général. Candidat Zanaï, quand on observe ce qui se passe dans notre pays, on a l'impression que les hommes politiques sont des voyous. C'est de la pathologie. Ayons le courage, je le dis, les hommes politiques se comportent dans notre pays comme des voyous. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Monsieur le journaliste, si la vertu devrait être associée à la pratique politique, pourquoi chez nous, les hommes politiques affichent des comportements de voyous? Écoutez, ce qui fait la grandeur d'autres peuples, ce n'est pas l'inexistence des comportements pervers, mais c'est le refus d'élever au rang de système les comportements pervers. C'est ça ce qui fait la grandeur d'autres. C'est ça ce qu'on veut. Il y aura toujours des pervers et de la perversion dans la cité, parce que c'est des faits des hommes. Mais on ne peut pas l'élever au rang de système, au rang de pratique communément admise. C'est pour ça que les loueurs de logos ne sont pas suivis par... le peuple ne comprend pas. Oui, mais candidat Zanaï, quand vous dites ça, on ne peut pas ne pas se rappeler qu'il y a quelques années, vous avez été ministre de l'Industrie du même Boniaï, donc vous l'avez fréquenté. Mais écoutez, je vais vous faire rire. Je voudrais dire ça dans une émission et puis j'ai fait toute cette confusion. Ça doit être Hugo ou Voltaire, Hugo certainement, je ne sais pas, qui a dit, il n'est pas un éloge d'un homme que de dire pendant 40 ans, il n'a pas changé d'avis. Il n'y a que les imbéciles. Non, pas du tout. Et il continue. Et il continue en disant, ce qu'on reproche, c'est que ce soit pour un écu ou un galon que vous changez. Chaque fois que votre conviction, et il a fini déjà, c'est moi qui ajoute, chaque fois que votre conviction est compatible avec l'intérêt général, vous devez suivre l'intérêt général. Donc vous allez dire comme l'autre que vous êtes trompé sur le produit. Il a dit dans Philosophie et littérature mêlée, page 163, même si vous allez sur la version électronique, c'est ça la question. La politique est une affaire d'opinion. On peut changer d'opinion, mais ce ne doit pas être pour un écu. L'écu pour dire un CFA, ou un galon,
où je ne vais jamais faire l'opposition. C'est ça. Ça ne doit jamais être pour ça. Ça doit être pour un idéal qu'on combat. Est-ce qu'en ces temps-là, l'opinion était toujours l'intérêt général auprès de Boni Yayi, dans le camp de Boni Yayi? Quand vous étiez au gouvernement? Oui, vous étiez. Mais moi, j'étais au gouvernement. J'ai été nommé ministre le 18 juin 2010. Et puis, j'ai pris fonction le 22 juin. Et j'ai quitté le gouvernement juste à la fin des élections législatives de mars de l'année qui a suivi. Donc, à peine 10-11 mois. En tant que ministre, je n'ai pas géré un budget. Puisque le budget a été voté. J'ai pris fonction en juin. On a voté un budget déjà. Et en février, en mars, avril, février, quand on a donné les résultats, j'ai quitté le gouvernement. Donc, je n'ai pas exécuté un autre budget. Donc, j'ai été un ministre juste pour aider un système à reprendre le second mandat sur de nouveaux engagements politiques. Engagements qui ont fait que je n'ai jamais été FCBE, mais j'ai été UMPP, Union de la Majorité Présidentielle Plurielle. Oui, mais justement, beaucoup se demandent pourquoi est-ce que vous avez fait ça. Mais je dois le faire. Quand on a observé que déjà au cours du premier mandat, le système que vous avez fortifié avait développé déjà des pathologies. Écoutez, c'est pas parce qu'un corps développe des pathologies qu'on ne peut pas croire à la guérison, à la thérapeutique. C'est en appliquant la thérapeutique. Lorsque la thérapeutique... Donc vous étiez allé porter des antibiotiques? Bien sûr, pas des antibiotiques. J'ai apporté mon expertise. Mais vous avez échoué. En quoi? Puisque le malade est toujours malade et peut-être plus gravement aujourd'hui. Et quand le mal est devenu cancérigène, gangrénique, qu'est-ce que j'ai fait? Mais vous avez échoué, vous ne voulez pas dire. J'ai voulu pousser ça à la morgue et puis à l'enterrer. Et je n'ai pas voulu sentir les puanteurs de ce cadavre. Alors, c'est logique, non, notre raisonnement? Personne n'amène son malade pour que le médecin le pousse à la morgue. Non, mais lorsque il y a la gangrène, que c'est fini, et que la respiration, je vois qu'il n'y a plus rien, et qu'il y a la puanteur, je ne veux pas laisser ça dans la coupe que ça pue. C'est pourquoi j'ai dit d'évacuer ça. De faire de l'hygiène rapidement pour enlever ce système despotique. Lorsque je soutiens un système sur des bases démocratiques, et que le système est devenu un système despotique, qui viole la loi, qui insulte et humilie la justice, qui enlève les citoyens. J'ai été victime d'une tentative d'enlèvement, avec des consignes de m'amener mort ou vivant. Vous croyez, parce que je dénonçais des choses. Vous ne pouvez pas certifier ce que vous dites. Mais je le dis, moi. C'est moi la victime. Vous avez une propension dans ce peuple, vous demandez aux victimes de se taire. La paix, selon vous, c'est que la victime vénère son bourreau. Non, on veut bien vous croire. Mais vous avez dit, c'est pas me croire. Je ne veux pas qu'on me croie. C'est Dieu qu'on croit. Encore que là aussi, c'est un problème. Je ne veux pas qu'on me croie. Les faits sont là. Les faits sont là. Lorsque la justice rend une décision et que le chef même dit, ça ne m'engage pas, et que ce qui est grave avec le monsieur Lionel Zinsou, ce qui est grave, il est premier ministre d'un gouvernement qui décide en conseil des ministres de ne pas respecter les décisions de justice. La loi doit être respectée. C'est mauvais. On ne peut pas faire ça en France parce qu'il est un binational. Vous laissez les questions majeures et puis nous traînons. On va revenir. Je suis venu pour des questions majeures. On va revenir les questions majeures, on n'en pose pas, on vient de faire 1 heure. Très bien, c'est pas bon. On va y aller. Posez des questions, n'ayez pas peur des questions majeures. Non, les questions majeures. Parce que le peuple a besoin d'être éclairé. Posez les questions majeures. Alors, les questions majeures, puisque vous en abordez une qui vous semble majeure, la question de la binationalité et puis le patriotisme qui font débat ces derniers jours. Pourquoi est-ce que vous, dans le camp adverse, au camp présidentiel, au camp de Lionel Zinsou, vous montez en épingle cette affaire de binationalité? Pourtant, il n'est pas le premier binational qui aspire à diriger ce pays. Quand je venais pour cette émission, il y a mon entourage immédiat. Il y a un de mes fils qui aime beaucoup la politique qui m'a dit, mais écoute, mais lorsque en football, quelqu'un est binational et a joué déjà pour la France, il ne doit plus jouer pour le Bénin. Il dit, mais Sidney Govou, il est béninois, il est français. Parce qu'il a joué pour l'équipe nationale française, il ne portera plus jamais le maillot de l'équipe nationale. Lionel Zinsou a été ministre en France? Écoutez, laissez-moi finir. Lorsque vous prenez les frères Boateng au Ghana, presque des jumeaux, il y a un qui joue à la Mannschaft nationale, Mannschaft en Allemagne, il ne jouera plus jamais pour le Ghana. Il y a un qui joue au Black Star, il ne jouera plus jamais. Mais est-ce que les règles du football sont... Et maintenant, j'en viens à notre exemple. Peut être étendu, n'est-ce pas, la politique chez nous? C'est entendu, c'est basé sur une convention internationale sur la binationalité que très merveilleusement, et avec beaucoup de maestria, l'avocat Atita a développé. Et croyez-moi, Atita n'est pas
n'est pas proche de moi. Atita a été longtemps avocat de Yahi Boni et du gouvernement. Mais il ne l'est plus, donc il peut se rapprocher de vous, non? Non, pas du tout. La science est neutre. Lorsque la loi dit qu'un binational... Parce que le problème que vous ne savez pas, nous, on nous a enseigné en cours, sur un cours, et il y a un titre quand j'étais à l'université, un chapitre qu'on appelle tolérance et relativité des valeurs. La question, la différence entre patrie, nation et citoyenneté. Et c'est là où on nous a appris qu'il y a une différence entre patrie, nation et citoyenneté. C'est quoi la différence? Voilà, la différence tient à ceci. Et que vous allez voir même, dans le droit français, le mot nationalité, le mot citoyenneté est très peu utilisé ou même presque absent. C'est seulement au niveau de la déclaration de 1789 qu'on a employé le mot citoyenneté. Pourquoi? Parce que je peux bien accéder à une nationalité sans être de cette patrie, sans être intrinsèquement et métaphysiquement, du point de vue intime, intrinsèque de cette patrie. Un Libanais qui est ici, il peut accéder à la nationalité béninoise, soit parce qu'il a fait plus de 10 ans, il a fait la demande, on doit lui donner, soit parce qu'il est né ici, il accède à la nationalité. Et l'accès à la nationalité ouvre les portes à la citoyenneté, qui ne sont que des droits politiques, économiques et sociaux, et le droit à la souveraineté inclus dans le droit de vote. C'est tout. Donc, je peux accéder à une nationalité sans avoir la patrie de cette nation dans le cœur. Qu'est-ce que vous déniez à l'autre? Vous me laissez finir l'analyse. Allez-y. Ça, c'est de la science pure. C'est des doctrines, c'est des thèses. Oui, mais après, ça se rattache au concret, sinon bien ça sûr, n'a pas de sens. c'est des thèses, ça se rapporte au concret. C'est des thèses. Oui, rapporter ça au concret, ça permettra aux auditeurs de mieux comprendre ce que vous êtes en train d'expliquer. Et tout le monde est d'accord là-dessus. Deuxièmement, quand vous écoutez bien, je n'aime pas dire, quand quelqu'un dit bien et mieux, je ne peux pas dire plus, je cite la personne. Vous prenez Maître Kata-Tita, avec le code sur la nationalité, le code dahoméen qui est le code béninois, et le code français, il y a des interdictions. Il y a des interdictions de cumul. Parce que lorsque Lionel Zinsou mettra pied en France, il est français. Il est couvert par le droit français. Comment vous voulez qu'un Français, lorsqu'il ira en France, va signer pour un Bénin? Cela pose un problème. Mais c'est déjà le cas de beaucoup de gens. De quel genre? Il faut me dire quel genre. Adrien Ngouedji, par exemple. Mais c'est faux. Adrien Ngouedji n'a occupé aucune fonction internationale en France. Adrien Ngouedji n'a jamais occupé quelle est la à n'importe quel niveau. Occupé en France? Est-ce que vous reconnaissez que votre argument est faux? Que Adrien Ngouedji n'a jamais été... Répondez à ma question. Je répondais à votre question lorsque vous avez reconnu maintenant que l'argument d'Adrien Ngouedji ne fonctionne pas. Certains donnent l'argument de Nicéphore, du président Nicéphore Dieudonné. C'est faux. Pourquoi Certains donnent des arguments, c'est faux. Parce que ces personnes n'ont joué dans les faits aucune fonction qui engage qui les a fait mandataires officiels et sur une durée visible de l'État de la France. C'est faux. C'est comme les joueurs. C'est pourquoi je suis venu par les exemples. Je voulais demander, vous poser la question à Lionel Zinsou, s'il connaît Dominique Lafont. Certainement. Cela peut dire quoi? Alors, Dominique Lafont est un des grands patrons de Bolloré. Et Lionel Zinsou, déjà en 2007-2008, a eu des acquaintances, des affinités et de choses de professionnels avec Dominique Lafont. Lionel Zinsou a écrit, et ça c'est autre chose, Lionel Zinsou a écrit un rapport et fouillé les documents, même sur Jacques Attali. Jacques Attali, allez fouiller. Jacques Attali disait de Lionel Zinsou qu'il connaît tous les milieux mafieux. Écoutez, je cite, allez sur Wikipédia, écoutez. Vous voulez la vérité ou c'est quoi? Vous voulez éclairer l'opinion? On vous écoute. Je vous dis. Donc, lisez Jacques Attali et Lionel Zinsou. Attali a dit Lionel Zinsou habitué des milieux mafieux. C'est écrit. Allez sur Internet, vous allez voir. Et sur les documents. Maintenant, venons-en à deux documents. Non, parlons d'abord. Est-ce que c'est une mission officielle, n'est-ce pas? C'est une mission officielle. N'est-ce pas de l'expertise? Je vous vois maintenant. Vous appelez expertise quoi? C'est une mission officielle. Il a écrit un document officiel qui engage la France. Un document à partir duquel la France a mis en place ce qu'on appelle le groupe Amitié France-Afrique. La question n'est pas sur la question de peau. Comme certains veulent faire un discours un peu grégaire pour dire c'est la peau et c'est la couleur. Non. Moi, mon débat n'est ni sur la peau ni sur la couleur. Mais ce que vous avez dit, vous n'avez pas dit qu'il a été secrétaire d'État, vous n'avez pas dit qu'il a été ministre, vous n'avez pas dit qu'il a été député en France. Mais vous n'avez jamais vu qu'il était dans le cabinet de Fabius.
Vous n'avez jamais vu qu'il était le rédacteur en chef des discours de Fabius. Mais vous n'avez jamais appris que il est le co-signataire avec Hubert Védrine du rapport Védrine qui dit que la France a comme atout l'Afrique, que l'Afrique est l'atout. Vous n'avez pas vu en train de parler encore que il ne peut pas rejeter encore que ce monsieur a osé dire. Et j'ai répondu sur la page Facebook. Il a osé dire que, parlant de l'Afrique, il dit, je cite, un petit continent au sud de l'Europe. Mais c'est grave. Ça fait parler des préjugés. L'Afrique fait 3 fois l'Europe. L'Afrique, c'est 30 millions, 200 et quelques, 400 et quelques kilomètres carrés. L'Europe, c'est 10 millions. Comment peut-il être enfermé dans des préjugés dégradants, dévalorisants pour l'Afrique? Quand il dit que, il dit l'Inde, l'Afrique n'appartient pas encore à l'Inde, à la Chine, au Brésil et autres là. Que l'Afrique appartient à l'Europe. Car pour lui, qui détient les mines, qui détient les infrastructures, qui détient l'immobilier. Mais c'est grave. En quoi c'est grave? C'est grave. Est-ce que ce n'est pas pourtant la vérité, honorable? C'est un constat qu'il fait. C'est des préjugés. C'est des préjugés qui ont fondé la colonisation comme antérieurement des préjugés avait fondé l'esclavage, l'aventure horrible, esclavagiste d'une certaine idéologie européenne. Lorsque Zinsou écrit, Lionel Zinsou écrit ceci, que le repositionnement des investissements français en Afrique permettra de créer 200 000 emplois aux Français. Mais il veut tuer la jeunesse béninoise. Il veut tuer. Le redéploiement va faire que nous serons étrangers dans notre propre pays. Alors, lorsque vous parlez... Vous n'exagérez pas. Quoi? Est-ce que vous n'exagérez pas? Mais écoutez, qu'est-ce que vous appelez exagération? C'est les documents. C'est les documents qui existent. Le rapport, j'ai oublié, les documents sont dans ma voiture. Je suis descendu sans document, je vous parle sans document. À la sortie, je vous donne les documents. C'est des documents qui existent. Moi, je parle sur pièce. Mais finalement, est-ce que vous n'opposez pas tout simplement à Lionel Zinsou son passé de consultant, ses consultations antérieures? Écoutez, l'homme est sa rôle officiel. Je vais poser la question autrement. Pourquoi sa candidature vous pose autant de problèmes? Ça ne me pose pas de problème. J'analyse l'homme et sa pensée et ses actes. Pour définir un être, il faut avoir 2 choses. Sa pensée et ses actes. La pensée, elle est la domination de l'Europe sur l'Afrique. La pensée de Lionel Zinsou, c'est la supériorité de la France sur les autres. La pensée de Lionel Zinsou, c'est que l'Afrique est un atout pour la France. Et il a dit, c'est sa pensée. Et la pensée est écrite. L'écriture fixe la pensée lorsqu'elle devient un test. Mais les actes posés, c'est qu'il est président, il est membre, il est dirigeant de la France-Afrique, qui n'est que le rejeton du groupe d'amitié. Il est le dirigeant, dites-vous. Il est dans la direction du groupe d'amitié France-Afrique qu'il a conseillé de créer pour pouvoir mettre en œuvre sa pensée. Donc il y a 2 choses chez Lionel. Il y a la pensée qui est dégradante pour l'Afrique et l'acte qui est là pour mettre en œuvre une pensée dégradante pour l'Afrique et pour le Bénin. Et c'est un tel homme que, contre l'intérêt général, et pour des cas de règlement de compte, on positionne pour être candidat. Lionel Zinsou, président de la République du Bénin, est-ce que ça ne promet que du déluge pour le Bénin? Moi, je vous dis, une nation, des hommes doivent recourir à l'histoire. J'ai dit dans des réunions que Lionel Zinsou, son discours même, est mauvais. Lorsqu'il dit, je suis le neveu de l'ancien président Émile Delin Zinsou, il veut nous faire sentir quoi? Il veut nous faire sentir quoi? Il est le neveu d'un ancien président. De référence. Vous croyez? Certainement. C'est pas de référence. Qu'est-ce que vous sentez, vous? Comment? C'est pas de référence. Pourquoi dites-vous ça? Émile Delin Zinsou a été président, c'est vrai, mais il n'a pas été élu président. Il a été imposé par l'armée à la suite d'un coup d'État. Et mieux. Alors quel est le lien? Et mieux, le lien c'est ceci. Et mieux, après 12-13 mois, il a été déposé par la même armée. Vous savez, je ne veux pas dire sur votre antenne ce que tout le monde raconte de cette période. Mais il y a des documents que je vais vous donner quand il va sortir. Mais lorsqu'il a senti le besoin de revenir dans ce pays, il a opéré par quoi? Allez lire les mémoires de Bob Denard. Oui, mais ça, ce n'était pas pour libérer est-ce que vous,
Qu'est-ce que vous savez du marxisme-léninisme? Est-ce que vous... Le marxisme-léninisme tropicalisé qui a été mis en œuvre. Vous n'en avez jamais été défenseur en tout cas. Vous n'avez jamais été défenseur du marxisme-léninisme. Pas du tout. Mais je n'ai pas pris les armes. Je n'ai pas fait venir une armée de mercenaires. Je n'ai pas fait. Alors, lorsqu'on dit qu'on vient d'une écurie qui organise le mercenariat, qui fait de l'invasion, c'est dangereux. Il n'a jamais dit ça. Mais il dit, mon neveu... Ah, mais vous êtes... Comment? Vous m'étonnez. Non, mais lui-même a dit. L'extension que vous faites là, c'est pas lui qui a dit. Non, c'est lui qui a dit. Il a dit, je suis le neveu du président Émile Delens Zissou. C'est comme quelqu'un se lève aujourd'hui, il dit en Allemagne, je suis le neveu d'Hitler. Et vous voulez que les Allemands ne le passent pas au scanner de la critique? On ne peut pas souligner le lien biologique. Non. On ne peut pas nier sa famille quand même. Je vous pose une question. Allez voir même en France les déclarations de Valls sur même Marine Le Pen. Mais de quoi vous avez peur de poser des questions? Vous avez peur de la vérité? Non, pas du tout. On vous pose des questions, on vous laisse parler. Un homme comme ça, qui réclame qu'il est neveu de telle personne, on doit le passer au scanner de la critique préélectorale. Électorale et post-électorale. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Et c'est ce que je suis en train de faire. J'ai dit, en citant une mauvaise écurie, on doit dire pourquoi vous citez une telle écurie. Lorsque le neveu, par exemple, de Hitler, un jour vous le découvrez quelque part, et il vient pour être candidat, et il dit, par un régime qui bafoue la loi et la justice, il vient dire, je suis le neveu d'Hitler. Tous les Allemands vont le passer à la critique. Ils vont dire, posons-lui la question. Dites-lui ce qu'il veut dire par là. Clarifions les questions. Est-ce que la comparaison que vous faites n'est pas disproportionnée quand même? Mais écoutez, laissez... En quoi c'est disproportionné? Écoutez. Je suis responsable de mes pensées. Et je dis, quelqu'un qui a fait une invasion militaire de type de mercenaire ne peut pas être cité comme référence. Quelqu'un qui est impliqué dans ça ne peut pas être cité comme référence. Lionel Zissou devait simplement dire, moi Lionel Zissou, je suis candidat. Oui, mais la classe politique béninoise étonne tout de même parce que celui dont on parle, Émile Delens Zissou, jusqu'à un passé récent, c'était tout de même une vénération, c'était quand même un recours. Écoutez, ce que je dis est mauvais. Ce que je dis est faux. Malgré ce pardon, il a été pardonné, Émile Delens Zissou. Le pardon ne signifie pas l'oubli. Ne faites pas les mots ont un sens. Et le pardon n'est pas l'oubli. Si par exemple, Tossou qui a été tué, Bamboti Abiodala qui a été tué, si vous étiez son fils, quel sera votre sentiment? Mais c'est la question ça. Et nous, politiques, nous ne recusons pas une candidature. Mais nous posons des questions. Nous posons des questions. Nous disons, voilà l'écurie qu'on cite. Oui, mais on l'a suivi hier, le Premier ministre, enfin candidat, sur une chaîne où il donnait des réponses aux questions que vous posez. Quelle réponse? Il a essayé de donner des réponses. Il donnera quelle réponse? C'est tellement que ces réponses-là ne vous ont pas convaincu. Il donnera quelle réponse? Vous continuez de dire vous allez voir, il ne cessera plus de citer. Parce qu'il voulait citer, c'est quelqu'un qui ne connaît même pas la superficie de l'Afrique. Non, comment vous pouvez dire ça? Mais parce qu'il dit que parlant de l'Afrique, il dit que c'est un petit continent. Lionel Zissou, on l'a présenté comme un intellectuel raffiné qui connaît. Ah bon, raffiné? Oui, bien sûr. Raffiné, donc il est plus intellectuel. On vous vend. Écoutez, mes amis, lisez un peu Chomsky, Noam Chomsky, et lisez Aldous Huxley, que je répète chaque jour que je fais des débats sur les exagérations de la communication et de la nécessité. On vous vend, on amplifie quelque chose. Vous avez l'occasion aujourd'hui. Qui est Lionel Zissou? Qui est Lionel Zissou, candidat? Mais posez-lui la question. Je ne suis pas venu faire la publicité. Vous dites... Il n'est pas, il maigrise pas moi. C'est un historien de l'économie. Il a fait de l'histoire de l'économie, c'est tout. Donc il n'est pas autant qu'on dit de lui? Pas du tout. Il a fait l'histoire de l'économie. Et il a travaillé chez Danone. Danone, c'est vente de yaourt et d'eau de Poussotomé. Non, mais pourquoi vous le banalisez comme ça? C'est au Bénin. Attendez. Est-ce que Danone ne vend pas des produits alimentaires yaourt? Est-ce que Danone... Vous dites que ça ne vend que des produits de yaourt? Est-ce que Danone, c'est pas de l'eau? Oui, ça vend de l'eau, mais ça vend d'autres choses également. Alors, et après, c'est quoi? Le passage au niveau de Rothschild, c'est une banque de la famille Rothschild, une famille juive. Et il a des origines maternelles juives, c'est tout. C'est pas grisant ça. Il a fait de l'histoire de l'économie. Il a eu son agrégation à 27 ans. Il a eu le doctorat à quel âge? Répondez. Non, répondez. Vous ne savez même pas s'il en a eu ou pas. Alors, sachez qu'en France, il y a agrégation et agrégation. C'est-à-dire? Il y a agrégation et agrégation. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il y a plusieurs types d'agrégation. Oui, mais laquelle il a eu, lui? Mais moi, je connais, je ne veux pas vous faire rire. Je connais quelqu'un
que j'ai eu comme enseignant et qui avait une agrégation, mais qui n'avait pas eu le doctorat. Comment peut-on faire ça, avoir une agrégation sans le doctorat? Ne soyez pas grisé par tout ce qu'on vous raconte. Lorsqu'on dit que quelqu'un a fait Bac+5 et après a passé l'agrégation, mais j'ai dit, aucun diplôme Bac+5 ne donne accès. Bac+5, c'est pas le cas de Lionel Zinsou. Mais allez lui poser la question. Mais je vous dis qu'il y a quelqu'un que moi je connais qui m'a enseigné la philosophie et qui n'a pas le doctorat, qui avait agrégé. Qui est agrégé ici au Bénin. Il a eu son agrégation des lycées en France. Et c'est après un de ses élèves qui l'a aidé plus tard à avoir le doctorat d'État. Donc, vous voulez parler de qui? Je ne veux pas donner de nom. Mais je vous dis, posez la question aux gens. Il y a agrégé et agrégé. D'accord. Il y a agrégé des universités. Donc vous appelez les gens à préciser peut-être. Mais pas les gens à préciser. Mais je vous dis, ne soyez pas grisé. Il est historien de l'économie. Lionel Zinsou est agrégé des lycées. Non, je ne dis pas ça. Mais il est historien de l'économie. Il n'est pas économiste en termes d'analyste, de mathématicien, de biométrie, d'économétrie et d'analyse de modélisation. Non. Donc il est plus littéraire que scientifique. Lui-même a parlé. Lui-même a dit ce qu'il est. Donc on vous vend des choses. Quelqu'un qui fait Danone, qui fait Rothschild, qui est proche des milieux et qui est dans PAI Investment, qui est dans un réseau où on achète les sociétés, on les découpe, on les revend. Mais Candidat Zanaï, pour être philosophe, vous êtes aussi littéraire. Est-ce pas autant que les littéraires non? Mais je n'ai jamais réclamé que je suis mathématicien. Parce que pour dire qu'on est économiste, il faut être fait de la haute mathématique, faire des dérivés, des exponentiels, des dérivés d'exponentiels, de logarithmes de haut niveau. Et ça, vous ne savez pas le faire. Mais c'est pas mon job. D'accord. Moi, je suis un théorie, je suis un commentateur. Je veux faire de l'épistémologie de la science. Je ne suis pas scientifique. Donc, je veux faire de l'histoire de la science. Je ne suis pas scientifique. Je ne suis pas tenu de dire, voilà l'hypoténuse fois tête. Je ne dis pas. Mais je peux dire, quand est-ce que la théorie de Pythagore a été inventée? Et je dis, par exemple, je vais vous dire quelque chose. Moi, je sais que Pythagore n'a jamais inventé sa théorie. Le théorème de Pythagore n'appartient pas à Pythagore. Que ça existait 22 000 ans avant Pythagore. Et on lui a attribué. C'est parce que je fais de l'histoire des sciences. Dans l'histoire des sciences, je vois l'histoire du cheminement de la pensée. Mais je n'analyse pas la pensée. Je ne veux pas faire de la publicité à des candidats ici. Je connais des candidats qui sont des économistes. Parce qu'on fait de l'analyse, de l'économétrie et de la statistique et de la planification. Comme Pascal Lindoukou par exemple. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Enfin, mais Lionel Zinsou, c'est quoi? On présente Lionel Zinsou comme le fantasme, le messie. Mais c'est rien. C'est du basique. C'est de l'ordinaire. Bon, enfin, vous êtes c'est de l'ordinaire. Et puis, c'est toute sa vie, il est... Mais est-ce un mal en cela? Mathieu Kérékou, c'était un militaire, c'était un général. Justement, c'est pour ça que j'ai dit de dégonfler l'hypergonflage. Que les choses soient basiques. Qu'on ramène les choses à leur juste proportion. Et je dis pour vous en convaincre que en lisant Max Weber, on verra le lien entre le politique et le savant. On n'a pas besoin de dire si, ça. Tout le monde peut être candidat. Lionel Zinsou peut être candidat, mais que nous ne gonflons pas un bœuf pour penser qu'il va prendre la taille de une grenouille ou un crapaud pour dire qu'il va prendre la taille d'un bœuf. Le grand rendez-vous. Alors, candidat Zanaï, un autre sujet qui nous préoccupe, c'est le COS, les pieds, les cartes d'électeurs, alors que l'agitation monte dans tous les camps, la distribution du sésame qui doit permettre aux citoyens d'aller voter reste un plan. Et pourtant, sur le fait, personne dans la classe politique, personne parmi les différents candidats ne dit rien. Il n'y a que quelques activistes de la société civile qui alertent. Doit-on en déduire que qui ne dit mot consent, tout ce qui se fait là vous convient, il y a aucun problème, tout va bien? Mais vous savez qu'il y a une violation, je l'ai dit au cours d'un aspect au début de cette émission. Vous savez parfaitement que la carte d'électeur doit être distribuée 15 jours avant le scrutin, c'est la loi qui le dit. Vous le savez. 30 jours avant le scrutin, 15 jours avant le début de la campagne. 30 jours avant le scrutin, 15 jours avant le début de la campagne, vous le savez. Vous savez que nous sommes à moins de 15 jours aujourd'hui et que ce n'est pas fait. Donc à partir de là, la fraude commence. Ça commence donc, déjà. C'est une tactique de fraude. C'est une tactique de fraude. Et c'est organisé de concert entre la Sénat, le COS et le pouvoir. C'est une tactique de fraude. Et nous suivons, c'est une tactique de fraude.
C'est comme ça qu'ils veulent frauder. C'est tout. Puisque nous disposons des délais constitutionnels, des délais légaux pour faire les choses. On ne doit pas transgresser ces délais. Oui, c'est une répétition déjà des communales. Aux dernières législatives, on a distribué dans un désordre innommable les cartes d'électeurs, même le jour du scrutin. Mais c'est grave. Il s'agit d'une. C'est grave. Donc, est-ce que nous ne retournons pas vers c'est ça. la même chose? Par exemple, dans les informations officieuses ou choses là que je vois, on dit on continuera à distribuer les cartes jusqu'au 20 février. Donc, pendant la campagne, on va distribuer les cartes. Donc, on empêche le citoyen d'aller faire campagne. Or, nous devons disposer du temps pour faire la campagne. C'est de la fraude. Pendant ce temps, le président du COS dit que les résultats sont pliés. C'est ça. C'est ça la fraude. Il prépare. Et un peu de temps après, vous allez voir que on va dire que l'hélicoptère présidentiel, la garde présidentielle, iront déposer le matériel, ramasser les... Nous surveillons. Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que vous suivez seulement et c'est un peu comme un plan qui est élaboré, qui se déroule et puis personne ne dit rien. C'est le constat que nous faisons. Nous allons faire ce que nous allons faire et que je ne peux pas dire ici. Est-ce que vous avez déjà saisi tout au moins la Cour constitutionnelle? Quelle Cour constitutionnelle? Vous connaissez ma position sur les institutions? Et quel instrument vous disposez alors pour vous régler ce problème? Vous voulez entendre? On veut savoir. Le peuple est souverain. Je ne dirai pas plus. Alors, parce que je ne veux pas que demain on vienne dire qu'on a dit des propos sur votre chose. Le peuple est souverain. Oui, ne dites même pas parce que notre radio est non, je ne veux même pas. Je ne veux pas dire parce que je ne veux pas le dire. Le peuple est souverain. Et le meilleur recours, la plus grande institution, c'est la souveraineté du peuple. Ce peuple a les recours. Et quand un seuil va être franchi, ce peuple va poser des questions, c'est tout. Alors, tout le monde a salué pourtant le travail, je cite, le travail extraordinaire et merveilleusement bien fait d'Augustin Rwanda. C'est de la communication. Et de son équipe, fin de citation. Pas des faits aussi. C'est pas des faits. À l'exception de Michel Adjaka, le président de l'UNABAB, qui lui a posé une question à laquelle personne n'a d'ailleurs répondu jusqu'à aujourd'hui. Comment expliquer la dilatation du fichier électoral, désormais fort d'1 million d'électeurs supplémentaires à comparer aux dernières élections? Avez-vous une réponse à ça? J'étais dans un village hier. Principalement, vous dit, j'étais dans des brousses de Zakota. D'accord. Et des gens m'ont posé la question, dit, on a fait des recensements complémentaires à des endroits chez nous, mais tous les documents sont encore avec les responsables locaux. Ah bon? Ah oui? Et comment on a pu obtenir le chiffre? Vous voulez, je vais vous envoyer le monsieur et avec les preuves, il va vous dire ça. J'ai reçu l'appel d'une autre dame qui est Fontainebleau à Paris. Et qui m'a dit, mais écoutez, nous on ne nous a pas recensés. Est-ce qu'elle a fait le déplacement? Elle dit, mais les choses on n'a pas communiqué. Les gens n'ont pas communiqué. On n'est pas au courant. Et ce qui va vous étonner, c'est que tout ce tapage qu'on a fait pour aller faire la diaspora, on a recensé que 43 000 et quelques. Vous croyez que les électeurs potentiels à l'étranger des Béninois, que c'est 43 000? Non, l'opération a été faite seulement pour permettre à Lionel Zinsou de prendre sa carte. C'est tout. Parce qu'il n'avait pas sa carte d'électeur, il ne pouvait pas être candidat. L'opération a été faite seulement pour ça. Seulement et uniquement pour ça. Le reste, vous faites là une affirmation grave je le dis. Parce qu'il y a quand même des citoyens béninois qui sont à l'extérieur. 43 000. Oui, mais 43 000 sur des millions. Je vous ai donné, j'ai même les contacts de la dame. Je peux vous donner au micro les contacts de la dame. Vous allez appeler cette dame pour lui poser la question. Oui, mais si elle ne s'est pas déplacée, elle ne peut pas opposer ça non plus. Mais si on ne communique pas, si même on vient dans votre village et vous ne savez pas, est-ce que vous saviez qu'à Zakota, ici au Bénin, il y a des gens qui ont encore gardé tout ce qu'on a fait et qui sont là? Oui, mais c'est vous qui le dites. Nous, on a... Mais je vous ai dit, et je dis, chaque fois je dis, je peux vous faire venir même la personne. Donc les éléments de preuve sont avec la personne. Mais la personne est vivante, c'est hier seulement. Hier seulement. Donc, c'est ces recensements, quand nous avons appris ces choses, nous allons vers les personnes. Mais ce qui est curieux, c'est ça. Quand j'ai appris ce curieux, mais personne ne dit rien par rapport à ça. Il y a une sorte d'unanimité, d'unanimisme. Vous savez, parce que précédemment, autour de la Lépi, il y a eu beaucoup de bruit, mais là, avec Augustin Rwanda, il n'y a pas eu la moindre contestation, personne n'a rien dit. Écoutez, donc le public a compris que tout va bien. Vous dites qu'il n'y a pas eu la moindre contestation, mais en même temps, vous avancez une personnalité qui n'est pas très insignifiante dans ce pays. L'excellent président de l'UNAMAB qui a écrit quelque chose. Il est même intervenu sur cette radio en direct posant la question. Mais il y a l'autosaisine de la République.
Il y a l'autosaisine de la République. C'est des déclarations fortes. C'est des actes si graves comme ce que nous observons. Il y a pas... Et puis l'accès aux médias. Et les gens pensent que l'accès aux médias est facile au Bénin. C'est faux. C'est faux. Comment ça? Vous êtes là maintenant, vous parlez Mais écoutez, parce que ça vous a intéressé et vous m'avez invité. Si ça ne vous avait pas intéressé, je ne viendrais pas. Ça, c'est clair. Et sur les médias de moyens publics de l'État, vous savez que moi, je suis interdit d'accès. Ah bon? Bien sûr, vous le savez, tout le peuple le sait, tout le monde le sait. Donc vous êtes donc persona non grata sur les médias. Mais c'est ça. Mais l'autre n'a eu accès que lorsque votre dernière tentative remonte à quand? La dernière fois, vous avez parlé sur l'ORTB. Vous avez essayé de parler, on vous a refusé de parler sur l'ORTB. Moi, Candy, j'irai parler sur l'ORTB. Oui, mais parce que c'est aussi ça. Ça m'intéresse même plus. Ça m'intéresse même plus, ça. L'ORTB. Mais si vous ne faites pas des tentatives, pourquoi dites-vous qu'on je peux aller parler au peuple. L'ORTB ne m'intéresse pas, c'est pas structure, ça. Oui, c'est certainement pour ça que vous n'intéressez pas l'ORTB. C'est notre télévision nationale. C'est exclusivement pour l'État, pas pour l'État, pour le gouvernement. Vous là, allez là-bas pour dire que vous voulez parler. Allez, vous avez vu les journalistes qu'on a envoyés à l'autre pour qu'ils parlent? C'est le niveau, ça. Non, c'est le débat, ça. Ne vous attaquez pas à nos confrères. confrères. Quel confrère? Laissez ça. Je vous dis, tout est manipulé aujourd'hui. Au niveau, c'est déjà bien formé. Mais quand on les envoie, ils sont tellement paniqués qu'ils sont en dessous complètement de ce qu'on attend d'un journaliste analyste. Le grand rendez-vous. Alors, candidat Azanaï, Sébastien Adiavon, lui, il a inventé le concept « je vote, je ne bouge plus » pour surveiller le suffrage du 16 électeurs. Et vous, qu'est-ce que vous avez inventé? Non, écoutez, je ne sais pas qui a inventé, qui a fait ça. C'est des concepts qui existaient depuis. Ah, d'accord. Mais Adiavon n'a inventé rien du tout. Aucun mérite. Comment il n'a rien inventé? Rien du tout. Mais il a mis en place une machine. Quelle machine? Il a mis. Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand nous parlions de la stratégie de la brigade antifraude, vous savez tout ce qu'il y a. Comment vous vous entendez contrer la fraude? C'est ce que lui a dit pour... Lui, c'est ce qu'il a dit, ça lui. Je vous ai dit. Et c'est ce qu'il a organisé, il le dit partout. Je vote et je reste. Quand vous allez dire au voleur, voilà comme ça, je vais vous arrêter. Vous croyez que le voleur va venir par votre manière? Il n'aurait pas dû dire ou vous pensez votre stratégie? Non, pas révélée. Mais j'ai dit que tout homme est libre de dire ce qu'il veut. Moi, je suis un libéral pur, hein. Moi, je suis un libéral, je crois en la liberté. Je crois en la liberté. Chacun, c'est les conséquences de ce que vous avancez qu'on analyse. Mais s'il a dit ça, je vous dis, c'est des pratiques qui existaient. Mais c'est pas une bonne chose que de dire ça. Mais j'ai dit que c'est une mauvaise chose. Non, je demande. Je dis que ce n'est pas... À la limite... c'est pas une invention. C'est pas une invention, d'accord. C'est pas une invention. Mais c'est pas une mauvaise chose non plus. Mais que quelqu'un dit que le triangle a 3 angles. Vous voulez que j'applaudisse cette personne? Et pour quelqu'un dit que Dieu est bon. Mais Dieu est dans la bonté est en Dieu, c'est pas de nouveau. C'est maintenant lorsqu'on va dire que le triangle a 4 angles qu'il va poser des questions. C'est un peu comme chez nous, lorsqu'un train arrive en retard, il y a l'information, mais quand il arrive à l'heure, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de problème. Ce qu'il a dit rentre dans ce qui était classique lorsque on veut faire de la dissuasion. Ça, c'est la présence, c'est de la dissuasion. Et nous, on a déjà ça. C'est un aspect de la lutte antifraude. Ce que vous dites, ça n'aide pas à renforcer ça? Quoi? Ce que vous dites n'aide pas à renforcer les gens à effectivement voter. Restez ce jour du scrutin. Est-ce que ce n'est pas de votre intérêt que les gens, après avoir voté, restent sur les lieux pour surveiller leur suffrage, comme il le dit? Je dis que ce n'est pas une invention, mon cher ami. Mais au-delà de cela, est-ce qu'il faut y aller, oui ou non? Est-ce que c'est bon ou pas? Il faut rester après avoir voté. Mais il y a toute une manière de concevoir la lutte antifraude. Oui, c'est pas seulement rester là qui est le problème. C'est pas seulement rester là qui est le problème. Vous êtes allé au-delà de cela. Voilà. Ce n'est pas après avoir voté, il faut rester là. C'est les gens que vous allez envoyer. C'est les 3 personnes qu'on va envoyer pour être président de bureau, pour conseiller le bureau, pour conseiller le bureau de vote. Ces 3 personnes-là, déjà, c'est à ce niveau. Et à ce niveau, déjà, ce n'est pas je vote, je reste. Vous pouvez rester. Mais où est-ce que vous restez? Vous restez dans la cour? Oui, mais eux n'ont pas communiqué sur tout ce qu'ils ont dit. C'est un concept qu'ils vont peut-être développer. Les gens ont été formés pour... Je dis, ce n'est pas mal, mais il y a mieux. Parce que la fraude ne se passe pas nécessairement dans la cour. D'accord. Il y a des actes de fraude, d'orientation de la fraude dans la cour, aux environs et dans les rues qui avoisinent le centre de vote. Il faut positionner des gens partout à ces niveaux. Deuxièmement, il faut positionner des gens à l'entrée du centre de vote. Il faut positionner des gens à l'intérieur.
Mais là où il faut travailler beaucoup, c'est au niveau des 3 personnes qui forment le bureau de vote et au niveau des représentants des candidats qui sont dans la salle. Puisque et vous y êtes là aujourd'hui? Le concept de représentant de la majorité et du représentant de la minorité a volé en éclats. Je vais vous donner un exemple. Lorsque le PRD, par exemple, prend le représentant de la majorité, de la majorité de l'opposition, il prend. Et que la mouvance aussi prend le représentant de la minorité, et que le PRD et la mouvance ont fait alliance, il se trouve que dans cette salle-là, le représentant de la majorité est en même temps, le représentant de la minorité est en équipe. Ils sont dans le même camp. Ils sont dans le même camp. D'où l'esprit, ce que le législateur veut en disant que des camps opposés soient présents pour vérifier, tombe. Et qu'est-ce que vous faites contre? Enfin, voilà. Et quand ça tombe, et à cela, on ajoute le positionnement de 3 personnes désignées par la Sénat et qui sont susceptibles d'être les mêmes personnes du même camp. Ça veut dire que dans chaque bureau de vote, vous risquez d'avoir 5 personnes du même camp contre 0 personne du camp opposé. Recrutés, financés officiellement. Alors les autres ont quoi alors? Et quel est le remède? C'est ça ce que je suis en train de dire. Les autres ont quoi alors? Les autres n'ont pas simplement je vote, je reste. Ils ont je vote, je reste, d'accord? Mais ils ont à avoir une présence dans la salle et une vigilance à ne pas bouger de la salle. Et à être très vigilant au point où ils ne doivent pas rester loin, très loin des 3 et des 2 autres. Puisque le temps, je vous ai dit qu'il y a une fraude qui est liée à l'utilisation du taux d'abstention. Si le travail n'est pas bien fait à ce niveau, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que automatiquement, il y a bourrage. Ce que vous dites fait penser qu'il faut une cohésion, il faut une mutualisation des forces. Voilà, c'est pourquoi je vous dis que... Vous êtes sûr vous y travaillez. Écoutez, c'est pour ça que je vous dis que il y a une ingénierie de la fraude et il faut une contre-ingénierie de la fraude. C'est ce que vous développez. Est-ce que la machine est en marche, le laboratoire pense pour cela? Mais vous ne m'avez pas écouté alors depuis. Je dis que depuis longtemps, nous travaillons sur ces choses. D'accord. Nous devons espionner les autres. Nous devons les infiltrer. Et vous devez les écouter, voir ce qu'ils veulent faire. Et puis après, rendre compte au peuple. Comme ce que je suis en train de vous dire. Rendre compte. C'est que les émissions de ce genre maintenant, je souhaiterais que ce soit des émissions de 2 types. Qui portent sur 2 thématiques. Le programme des candidats. 1. Le profil des candidats. 2. Et la lutte contre la fraude. Oui, 3. Les fonctions critiques. C'est prévu à partir de dimanche prochain. Les fonctions critiques de la fraude. Faire parler davantage des candidats et de leur programme. Les fonctions critiques de la fraude et les interfaces litigieuses qui peuvent amener à la fraude. Très bien, nous sommes malheureusement, parce que vous avez énormément de choses à dire, candidat Zanaï, quand on vous prend 1h30 ne suffit pas, vous avez constaté qu'il n'y a même pas eu l'appel des auditeurs, pourtant le temps ne nous aura pas mais suffi. C'est parce que parfois aussi vous perdez un peu trop de temps sur ma personne, sur ici, sur ça. Oui, mais ça intéresse les auditeurs, non, donc on ne peut pas occulter ces questions. Il y a plein de séances de ce genre, moi je souhaiterais informer les populations sur les vraies techniques de la fraude, de l'antifraude. Très bien, nous allons vous reprendre certainement avant la fin de la campagne parce que c'est important tout ce que vous étiez en train de dire, candidat Zanaï. Merci beaucoup, merci d'être venu éclairer de votre opinion l'actualité du moment. Georges Ponou était aux manettes pour la réalisation technique de cette émission. Ville avancée Wilfried Dadou, nous vous remercions de votre fidélité et nous nous retrouvons dimanche prochain avec un nouvel invité, si Dieu le veut. Merci beaucoup. Le grand rendez-vous.